La leçon du jour, la dynamique des zones de convergence. Et plus précisément, nous allons nous intéresser aux zones de convergence de type subduction. On reconnaît ici la dorsale avec de part et d'autre la lithosphère océanique, le fond des océans. On a vu que par décompression adiabatique, du magma allait se mettre en place. Et ce magma est à l'origine du basalte et du gabbro qui vont constituer la croûte océanique. Péridotite appauvrie va constituer le manteau lithosphérique. Cette croûte océanique plus le manteau lithosphérique constitue la lithosphère océanique qui repose sur la sténosphère. Donc, grâce à la mise en place de ce magma, on a fabrication de lithosphère océanique au niveau de la dorsale. Ce phénomène s'appelle l'accrétion océanique. Tant que ce phénomène se poursuit, il va créer de la lithosphère océanique, ce qui va avoir pour conséquence un mouvement de divergence au niveau de la dorsale. Alors, cette lithosphère océanique qui vient d'être créée est au contact de l'eau de la mer ou de l'eau de l'océan. Cette eau est fraîche. Elle va s'infiltrer dans les roches de la croûte océanique. Elle va les hydrater et également les refroidir. Petit à petit, les cristaux de pyroxène que l'on trouve dans le basalte et dans le gabbro vont se transformer en hornblende, un autre type de cristal qui a tendance à être plutôt vert. Mais ce phénomène se poursuit, c'est-à-dire que l'eau continue de s'infiltrer, elle continue de refroidir les roches de la croûte océanique qui progressivement se transforment en métagabbro à actinote et chlorite, des cristaux qui sont verts, d'où la teinte verte ici. Donc on passe d'une roche qui existe déjà à une autre roche. Donc dans ce cas-là, on a un phénomène de métamorphisme, transformation d'une roche en une autre, sans changement d'état. La roche reste toujours à l'état solide. Cette transformation se fait en modifiant la température ou la pression, ou les deux en même temps. Donc à chaque fois qu'on va parler de métamorphisme, il faudra préciser comment est la température et comment est la pression. Donc ici, ce métamorphisme, cette transformation du gabbro en métagabbro à actinote et chlorite, se fait par l'action de l'eau. Donc on va appeler ce métamorphisme hydrothermal, parce qu'il est dû à l'action de l'eau. Et cette eau va hydrater les roches, elle va les enrichir en groupement OH, hydroxyle, mais elle va également abaisser la température de ces roches, d'où métamorphisme hydrothermal, basse température, puisque l'eau a refroidi les roches, et basse pression, parce que là, la seule pression qui est exercée, c'est celle de la tranche d'eau de l'océan ou de la mer qui est au-dessus de cette lithosphère océanique. Donc, basse pression. Le phénomène d'accrétion océanique se poursuit. La lithosphère océanique grandit, grandit, grandit. Au niveau de l'axe de la dorsale, on a une lithosphère océanique jeune, et plus on s'éloigne de la dorsale, plus cette lithosphère océanique est âgée. Si on s'intéresse à l'épaisseur de cette lithosphère océanique, on voit que cette épaisseur augmente, donc la lithosphère océanique est de plus en plus épaisse en vieillissant. Par contre, la croûte océanique garde toujours la même épaisseur, c'est le manteau lithosphérique qui s'épaissit de plus en plus. Si vous vous souvenez vos calculs de TD, plus la lithosphère océanique est âgée, plus elle devient dense, jusqu'au jour où la densité de la lithosphère océanique devient supérieure à la densité de la sténosphère. Donc dans ce cas-là, on va avoir la lithosphère océanique qui va plonger dans la sténosphère. Ce phénomène s'appelle la subduction. Là, on voit le cas où la lithosphère océanique est au contact d'une lithosphère continentale, LC, avec sa croûte continentale en surface et le manteau lithosphérique en profondeur. Cette lithosphère continentale repose sur la sténosphère. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette subduction? La lithosphère océanique s'enfonce en profondeur. La pression va augmenter. On va se retrouver dans le cas d'une haute pression. De plus en plus, la pression va augmenter. Donc, les métagabbros, actinote et chlorite, on l'appelle également métagabbro faciès schiste vert, en s'enfonçant dans cette zone de subduction,
voit sa pression augmenter et ça va avoir pour effet de le déshydrater. Donc le métagabbro, actinote et chlorite, perd de l'eau. Ce métagabbro va se transformer du fait de cette déshydratation en métagabbro à glaucophane. Le glaucophane est un minéral bleu et petit à petit le métagabbro, une teinte verte, prend progressivement une teinte bleue. Ce métagabbro à glaucophane, on l'appelle aussi métagabbro faciès schiste bleu, continue de s'enfoncer dans la subduction. Donc il continue de subir une pression de plus en plus importante qui va avoir pour conséquence de déshydrater ce métagabbro à glaucophane. Donc il perd de l'eau. Et quand il est complètement déshydraté, quand il a perdu toute son eau, il devient l'éclogite. L'éclogite, c'est une roche complètement déshydratée. Donc lorsqu'on passe du métagabbro à actinote à chlorite au métagabbro à glaucophane puis à l'éclogite, on est passé d'une roche à d'autres roches, toujours à l'état solide, donc il s'agit d'un métamorphisme. Ce métamorphisme est dû à l'augmentation de pression, donc haute pression. Par contre, on est dans des zones où la température est relativement basse, donc un métamorphisme de basse température et de haute pression. Donc ce métamorphisme, comme on le rencontre dans une zone de subduction, on va l'appeler métamorphisme de subduction. Donc là, nous venons de voir toutes les transformations subies par la lithosphère océanique qui entre dans la zone de subduction. Juste une petite parenthèse, ici on a un métagabbro à glaucophane, on parle aussi de faciès schiste bleu. Ce métagabbro il est observé à l'œil nu, on peut voir en blanc les cristaux feldspath plagioclase, enfoncés du pyroxène. Ici sont des cristaux de glaucophane et si vous regardez l'allure de ces cristaux, ils ont aplati. Ils sont aplatis du fait de la pression exercée par les roches qui sont au-dessus d'eux. Si on observe ce métagabbro à glaucophane en microscope polarisant, en lumière polarisée analysée, le glaucophane, on le reconnaît ici par cette teinte bleue. Ce métagabbro à glaucophane, du fait de la pression, va se transformer en éclogite. Alors l'éclogite observée à l'œil nu, elle est constituée de deux cristaux, des cristaux de grenat, de couleur saumon, et les cristaux verts, ce sont des cristaux de jadéite. L'éclogite observée au microscope polarisant en lumière polarisée analysée, on reconnaît les grenats qui ont une forme caractéristique avec 5 côtés et ils sont toujours éteints, c'est-à-dire toujours noirs en lumière polarisée analysée. Cet aspect un petit peu en habit d'arlequin, c'est la jadéite. Donc voilà les transformations subies par le métagabbro à actinote et chlorite lorsqu'il rentre dans la subduction. Il évolue en métagabbro à glaucophane, se déshydratant, puis en chlogite, roche complètement déshydratée. On revient à notre document. Voilà, donc le métagabbro à actinote et chlorite et le métagabbro à glaucophane ont perdu de l'eau. Ils se sont déshydratés du fait du métamorphisme de subduction. Cette eau qui est présente ici dans le manteau lithosphérique de la lithosphère continentale. Je vous rappelle que le manteau est composé de péridotite. La présence de cette eau va permettre une fusion partielle des péridotites. Donc si on a fusion partielle, on a formation d'un magma. Alors ce magma, il est riche en eau, puisqu'il y a de l'eau dans la zone, mais comme on a une fusion partielle des péridotites, le magma n'a pas la composition des péridotites. Il est composé des minéraux qui ont fondu. Et il se trouve que les minéraux qui ont fondu sont riches en silice. Donc on se retrouve avec un magma riche en silice et en eau. Deux possibilités. Première possibilité, ce magma refroidit lentement en profondeur. Dans ce cas-là, il va permettre la mise en place de roches plutoniques de la famille des granitoïdes. Alors, il y a un granitoïde que vous connaissez bien, c'est le granit. Donc ici, c'est un granit observé à l'œil nu. Les cristaux blancs, ce sont des feldspath plagioclase. Les cristaux noirs, ça correspond à du mica. Et les cristaux gris, on dirait des grains de gros sel, c'est du quartz. C'est une roche entièrement cristallisée, donc une roche magmatique plutonique. Et lorsqu'on l'observe en lumière polarisée analysée, au microscope polarisant, on retrouve, par exemple ici, le feldspath plagioclase, ces cristaux gris clairs du quartz, le mica ici en orangé, et ça c'est aussi du mica en bleu, du mica blanc. Puisqu'on avait
une roche entièrement cristallisée, tous des cristaux visibles à l'œil nu et soudés entre eux. En lumière polarisée analysée, on aura une structure conue, c'est-à-dire que des phénocristaux. Donc, première possibilité, ce magma refroidit lentement en profondeur. Deuxième possibilité, ce magma se ferait un chemin et remonte jusqu'en surface. Là, il va être à l'origine d'un volcanisme explosif. Comment on sait que ça va être un volcanisme explosif? Parce qu'on verra des nuées ardentes lors des éruptions. Par contre, la lave, du fait qu'elle est en silice, elle va être très pâteuse. Elle ne va pas s'écouler. Voilà une éruption de type explosif. On voit la nuée ardente, un grand panache constitué de cendres, de gaz à très haute température et de gouttelettes de lave de différentes tailles qui refroidissent instantanément. Et ça peut monter à plusieurs dizaines de kilomètres en altitude. Et toute cette cendre qui est déversée par le volcan obscurcit le ciel. Et puis vous avez des nuées ardentes, ces panaches de cendres qui vont aussi dévaler les pentes du volcan et tout détruire sur leur passage. Voilà, là on voit le ciel qui est obscurci par toutes ces cendres qui sont déversées par le volcan. Le magma arrive en surface et donne une lave visqueuse, pâteuse, qui, en refroidissant brutalement, est à l'origine de la formation de roches volcaniques telles que la rhyolite et l'andésite. Alors si on regarde ces deux roches à l'œil nu, on voit des phénocristaux ici de feldspath et de quartz noyés dans une masse. Même chose ici, on voit des phénocristaux clairs noyés dans une masse. Et si on observe ces deux roches au microscope, on retrouvera ces phénocristaux, cristaux qui étaient visibles à l'œil nu, et cette masse dans laquelle ils sont noyés présentera des microlithes et du verre, ce qui est caractéristique d'une structure microlithique de roches volcaniques. Donc, magma a pu donner des roches plutoniques ou des roches volcaniques. Donc, grâce à la subduction, les roches de la lithosphère océanique ont subi des transformations qui ont permis d'hydrater la lithosphère continentale chevauchante. Donc, ça a eu pour conséquence la création de roches plutoniques et de roches volcaniques. Donc, grâce à la subduction, on a eu un phénomène d'accrétion continentale, création de roches continentales. Une petite parenthèse, ici on est à la limite entre un océan et un continent. Une limite océan-continent, ça s'appelle une marge. Et quand cette marge est caractérisée par du volcanisme de type explosif, la présence d'une fosse et on a également énormément de tremblements de terre, puisque cette lithosphère océanique qui plonge, elle frotte contre la lithosphère continentale, ce qui génère pas mal de tremblements de terre. Donc quand on a une marge avec du volcanisme explosif, la présence d'une fosse et des tremblements de terre, cette marge est qualifiée de marge active. Voilà pour l'explication donc de ce schéma bilan d'une zone de convergence de type subduction.